Alors, depuis ma dernière vidéo sur mon parcours scolaire, j'ai reçu énormément de messages de personnes qui m'ont dit que ça les a grave inspirés pour leur parcours, ça les a rassurés parce que j'avais pas un parcours scolaire des plus parfaits. Et donc du coup, je me suis dit que ça serait cool que je fasse une vidéo sur mon parcours pro parce que là aussi vous allez voir qu'il était assez mouvementé, genre beaucoup. Et je me suis dit que ça allait inspirer les gens qui, comme moi, ont la bougeotte, qui aiment faire beaucoup de choses et qui se cherchent, on va dire, dans leur vingtaine. Je vais essayer de vous inspirer au max pour vous aider à faire vos choix de parcours, mais aussi vous aider à saisir l'importance de saisir les opportunités. Et voilà, donc je vous laisse regarder ça. Alors, le Canada. Je suis partie au Canada étudier pendant 3 ans et en fait, je suis vraiment restée juste pour mes études parce que dès que j'ai terminé mes études, je suis partie. Ce qui fait que j'ai pas trop eu d'expérience professionnelle là-bas, à part du volontariat, un job de vendeuse et un stage de 2 mois, si je me rappelle bien. Le volontariat, je crois que je l'avais fait pour une organisation de mode qui s'appelle Fashion Preview. Je vous avoue que ça date tellement que je me rappelle même plus de ce que j'avais fait, mais c'était rien de spécial. Je crois que j'étais juste peut-être au stand, j'avais rien fait d'exceptionnel en fait. Ensuite, mon expérience de vendeuse, c'était dans ce magasin qui s'appelait Call It Spring. C'est une filiale du groupe Aldo, donc c'est un magasin de chaussures comme la boutique Aldo. Et j'étais là-bas en tant que vendeuse, mais j'ai pas fait très longtemps là-bas parce que en fait je me suis très vite rendu compte que j'arrivais pas à concilier les deux parce que j'avais tellement d'heures de cours que c'était trop compliqué pour moi de faire le travail plus les études. Donc du coup j'ai pas fait long feu là-bas, c'était juste une expérience de vendeuse vraiment lambda quoi. Ensuite mon stage, c'était vraiment je pense la première expérience que j'ai eue dans le monde de la mode et c'était vraiment le plus intéressant de tout ce que j'ai fait au Canada. J'étais en fait en stage en tant qu'assistante développement de produits mode dans une entreprise qui s'appelle Lori Michaels. Et là-bas, en gros, j'étais l'assistante de la développeuse de produits. Et en gros, nous, tout ce qu'on faisait, c'était faire des sélections d'imprimés, de tissus, d'ornements pour les vêtements. Donc, on avait des rendez-vous avec les vendeurs et ils nous présentaient tous les différents imprimés qu'ils avaient. Et nous, on devait choisir en fonction du produit qu'on était en train de développer pour telle ou telle marque. Mais moi, principalement, j'ai été engagée en tant que stagiaire parce que cette compagnie, en fait, ils voulaient lancer leur marque privée. Donc, leur marque sous le nom de l'entreprise, donc Lori Michaels. Et en fait, moi, j'étais vraiment en charge de faire des recherches de style et tendance, ce que j'ai adoré faire parce que j'avais un cours vraiment spécifique à ça dans mon programme d'études. Donc, c'était trop bien de le faire vraiment dans la vraie vie pour une entreprise. Donc, moi, c'est ce que je faisais la plupart de mes journées. Donc, je faisais des recherches de tout ce qui était des styles de tendance pour la prochaine saison, des imprimés tendances, des couleurs. Donc, je devais faire des recherches et compiler toutes ces recherches dans un PowerPoint où à la fin, j'allais le montrer à la développeuse de produits. Et en parallèle de ça, comme je vous disais, j'assistais la développeuse de produits dans tous les rendez-vous et aussi un petit peu la designer. Donc ça, c'était vraiment cool. C'était une bonne expérience de travail. Mais ça, c'est un truc que tu fais beaucoup en bureau, mais quand même, t'es amené à te déplacer pas mal et je crois qu'elle voyageait aussi pas mal. Donc si c'est un truc qui pourrait vous aider, renseignez-vous. Développement de produits. Vraiment sympa. Ensuite, quand je me suis lassée de Montréal, j'ai décidé de partir et de rentrer en Guadeloupe, là d'où je viens. Et je suis partie là-bas avec en tête que j'allais rester parce que, je sais pas, j'avais envie de rentrer. Mais finalement, au bout de 2 mois, je me suis rendu compte que non, au final, j'étais pas prête à rentrer chez moi. J'avais encore envie de voir du monde. Donc au final, je suis partie à Londres. Mais quand je suis partie en Guadeloupe, j'ai quand même fait des trucs professionnels. Genre, j'ai lancé un espèce de business, genre une conciergerie Airbnb où j'avais tout fait. J'ai un logo, etc. J'avais mes premiers clients, etc. Donc, vous voyez, là, j'étais déjà esprit entrepreneur et j'étais tout juste sortie d'études de marketing, de commerce qui avait rien à voir avec le tourisme, mais ça restait quand même des notions que je pouvais appliquer dans d'autres domaines, même si c'était pas la mode. Donc voilà, donc j'ai lancé ce business-là, ça m'a rapporté un peu de sous. Je faisais aussi des jobs d'été à côté, genre en tant qu'hôtesse, des trucs comme ça, pour finalement m'envoler pour Londres. Du coup, je suis partie à Londres sans aucun plan. Pourquoi Londres? Parce que ma mère arrêtait pas de me dire ouais, tu devrais aller à Londres, je suis sûre que tu vas kiffer et tout. Et puis je me suis dit pourquoi pas. Et surtout que je me suis dit c'est une capitale de la mode, donc forcément je vais trouver du taf là-bas. Donc on verra sur place. Même si j'ai aucune idée de quel métier j'ai envie de faire, je me suis dit je sais pas, je me laisse porter et je verrai bien sur place en fait. Donc premièrement, quand je suis arrivée là-bas, j'ai cherché un job alimentaire pour pouvoir payer mon loyer. Je l'ai trouvé assez facilement en 2 semaines. Je travaillais du coup chez Aldo. J'ai fait jouer l'expérience que j'avais eue au Canada dans la boutique du même groupe. Je sais qu'il y en a qui vont me demander, donc je vous le dis tout de suite, mon anglais il était pas encore très bien, mais il s'était vachement amélioré grâce à justement mes études que j'avais eues au Canada, parce que j'avais des cours d'anglais et franchement ils ont
tellement bien et genre appris l'anglais là-bas. J'ai eu des cours pendant 3 mois et ça m'a plus servi que tous les cours que j'ai pu avoir pendant des années en France quoi. Donc voilà, donc j'avais quand même une bonne base d'anglais. Surtout que je regardais pas mal de vidéos YouTube, de séries Netflix, de films et tout en anglais et sous-titré français. Donc ça m'avait vachement aidé ça. On va dire qu'avec mon job où bah du coup j'étais obligée de parler tous les jours avec les clients non-stop en anglais. Du coup on va dire que au bout de 3 mois, franchement j'étais hyper à l'aise en anglais. En plus je travaillais sur Oxford Street, donc du coup il y avait vraiment beaucoup de passages, donc vraiment toute la journée c'était anglais à balle quoi. Et je pense qu'il y a un truc aussi qui m'a aidé, c'est que quand je suis arrivée à Londres, je refusais d'avoir des amis français, genre je voulais pas fréquenter des français parce que justement je voulais me forcer à parler anglais le plus vite possible. Et aussi bah je me suis dit bah pour l'expérience je suis pas venue à Londres pour me faire des potes français en fait. Du coup j'avais des amis qui avaient des accents vraiment prononcés en anglais, donc ça je crois que ça aussi ça m'a vraiment bien aidé parce qu'en dehors du travail bah du coup j'étais tout le temps dans un environnement de anglophone. À la maison ma coloc c'était une anglophone aussi, donc voilà. Ce job alimentaire mine de rien il a vraiment été décisif pour ma carrière parce que si vous voulez ben en fait dans cette boutique je faisais quand même pas mal de conseils en images parce que j'avais des clientes qui venaient me voir parce qu'elles avaient un événement disons un mariage et elles avaient besoin de chaussures ou d'accessoires et du coup j'hésitais à choisir et à chaque fois je recevais beaucoup de compliments sur mes conseils et sur le fait que j'avais bon goût. Du coup en fait ça m'a un peu mis la puce à l'oreille sur on va dire mes compétences. Et si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur mon parcours scolaire, vous allez comprendre pourquoi cette réalisation était vraiment décisive pour ma carrière. Donc au bout de 4 mois, je décide de quitter mon taf parce que c'était hyper toxique et parce que j'en avais marre en fait, bah j'avais quand même envie de upgrade genre. Il faut dire aussi que je me suis rendu compte que j'avais pas le profil d'une vendeuse, genre faire de la vente agressive c'était pas du tout mon truc. Moi j'aimais vraiment prendre mon temps avec les clientes, les conseiller et ça mon manager il supportait pas, bah, moi ça m'a saoulé très vite. Au bout de quelques semaines je finis par trouver un taf à Karen Millen. C'est une boutique de vêtements pour femmes on va dire entre la trentaine et quarantaine et c'était dans un department store à House of Fraser si je me rappelle bien. Et là vraiment je pensais vraiment que ça allait me convenir parce que sur le job description, c'était dit que j'allais faire de la vente personnalisée avec les clientes, vraiment du one-on-one, mais c'était tout autre chose. Au final, en fait, ils se sont servis de l'appellation styliste pour, je pense, appâter les personnes comme moi qui voulaient faire du stylisme en fait, mais au final, c'était un job de vendeuse. Are you not ashamed of yourself? Are you not embarrassed? This is really embarrassing. Et surtout, c'était hyper ennuyant parce qu'il y avait personne qui passait dans ce corner en fait. Parce que c'est un peu comme Printemps où t'as différents coins ou avec des différentes marques Dior, machin. Mais là-bas, c'était vraiment pas fréquenté donc on se faisait chier toute la semaine. Au bout d'une semaine, j'ai décidé de partir. Pourquoi j'ai décidé de partir? C'est parce que là-bas, j'avais rencontré une meuf dont le dernier jour dans cette entreprise, c'était le premier pour moi. Donc, elle partait le jour où moi j'arrivais. Et ce jour-là, en fait, on avait fait un shift ensemble toute la journée. Et donc, vu qu'on se faisait chier, on n'arrêtait pas de parler. On a parlé. Et en fait, elle et moi, on s'est rendu compte qu'on avait envie de faire la même école de stylisme. Parce que comme je vous avais dit, ça m'avait mis la puce à l'oreille le stylisme, le conseil personnalisé quand j'étais à Aldo. Donc, je m'étais renseignée pour voir s'il y avait des écoles de mode à Londres. Je pourrais faire une formation. Et du coup, quand je discutais avec cette meuf là, on s'est rendu compte de ça et vu que en fait on a tellement bien matché elle et moi, genre on s'est hyper bien entendu alors que c'était la première fois qu'on se parlait en fait et on a décidé toutes les deux de se lancer. Donc pendant que j'étais toujours en train de suivre la formation, je me suis lancée directement en tant que styliste photo en freelance. Déjà premièrement parce que l'école en fait elle est tellement connectée déjà à l'industrie de la mode qu'ils reçoivent souvent des offres d'emploi pour de l'assisting ou des jobs en freelance. Et là pour le coup, une fois j'avais une opportunité pour faire un styling pour une agence de mannequins parce que souvent en fait les agences de mannequins ils recherchent des stylistes ou toute une équipe créative, photographe, make-up, etc. pour organiser des shootings photos pour leur new face. C'est-à-dire les nouvelles mannequins qui rentrent dans l'agence mais qui n'ont pas de photos du tout. Donc du coup là j'avais eu l'opportunité de pouvoir faire ça. Ensuite un autre job que j'ai eu pendant mes études toujours en stylisme, j'avais cherché sur un groupe de... Tu sais les groupes de créatifs où il y a genre photographes, mannequins, stylistes etc. Qui se mettent dessus et qui disent si vous avez besoin de telle ou telle personne, je suis là. En fait je m'étais mis sur ça et j'avais été contactée par un duo de musiciens qui cherchaient toute une équipe pour faire un shooting photo pour eux. Ensuite ça par contre
Je me rappelle pas si c'était pendant mes études ou après, mais en tout cas, grâce à l'école, en fait, j'ai eu une super opportunité pour être assistante d'une styliste pour un défilé de Fashion Week. Et là, franchement, c'était ma meilleure expérience d'assistante. En gros, j'étais l'assistante styliste pour le défilé de la marque D.B. Burden. Et en tant qu'assistante, j'ai fait plein de trucs différents, mais principalement, j'ai fait tout ce qui était un peu crafting. Donc, en fait, j'étais en charge de personnaliser les chaussures parce qu'on a acheté des chaussures sur Asos et après, on a rajouté genre des trucs, genre des lacets, des décors, voilà. Après, on avait des trucs pour le set design à faire. Donc, moi, j'étais en charge de vraiment personnaliser et décorer genre des nappes pour mettre sur le DJ booth. J'étais en charge aussi d'aller chercher genre des panneaux de signalisation, je sais pas où. Et le jour du défilé, j'étais en charge de mettre en place justement tous ces décors là où les mannequins allaient défiler. Je devais aussi gérer toute l'équipe d'assistants, ce qui m'a foutu grave la pression pour une première expérience d'assistante. Bon, et mis à part ça, j'ai fait des trucs basiques d'assistante, c'est-à-dire que des fois je devais aller chez la styliste, attendre des livraisons. Ensuite, c'était aller récupérer genre des bijoux chez des petits designers, genre à l'autre bout de Londres, dans des quartiers, tu te demandes où est-ce que je suis, aller dans les bureaux de presse, voilà, récupérer des vêtements et tout, des trucs basiques d'assistante styliste. Alors franchement, c'était vraiment stressant comme expérience, mais j'ai vraiment beaucoup appris. Après ça, j'ai continué à faire des jobs d'assistante pour des magazines, toujours en faisant des tâches de base d'assistante, aller dans les bureaux de presse, assister la styliste sur le set, quand elle est pas là, quand elle est en train de préparer les prochaines tenues, etc. Et voilà, donc toujours dans l'optique de me faire de l'expérience, de voir un petit peu c'est quoi vraiment le métier de styliste pour que moi je puisse vraiment me lancer et avoir tout ce dont j'ai besoin, genre les connaissances et les compétences. Ah oui, parce que j'ai pas précisé. Mais tout ça, j'étais pas payée, hein. Et sachez que dans l'industrie de la mode, c'est souvent comme ça. Quand tu débutes dans les trucs créatifs, tu n'es pas payé ou tu es payé de la merde. Faut toujours commencer par ça pour pouvoir se faire son expérience, son portfolio et ses contacts. Donc au bout d'un moment, c'est bien beau les strass et les paillettes, mais il faut payer le loyer. Donc du coup, je me suis cherché un emploi rémunérateur et j'ai trouvé un job en tant que visual stylist. En gros, ce que je faisais dans ce job, j'avais un espace de vente assigné en magasin et je devais composer des tenues pour habiller les mannequins en fonction de, on va dire, un thème, une palette de couleurs. Enfin, moi, je vous dis ça parce que c'est ce que je faisais. Les autres employés le faisaient pas forcément, mais moi, je me choisissais toujours un thème, une palette de couleurs, comme ça, tout était vraiment cohérent dans mon stylisme. Donc j'habillais les mannequins en fonction de tout ce que j'avais choisi en amont et aussi en suivant les guidelines du siège social, mais j'avais quand même pas mal de liberté en ce qui concerne le choix des tenues. Et une fois que les mannequins étaient habillés et qu'ils étaient positionnés dans l'espace de vente, ça aussi c'était des choses que je choisissais aussi, les positionnements des mannequins. Je décorais autour avec je sais pas, des plantes, des décorations en fonction du thème. Mais mis à part cette partie stylisme, il y avait quand même une bonne partie de service à la clientèle parce que évidemment on n'allait pas changer le stylisme des mannequins tous les jours. C'était pas mal 2 fois par semaine, mais c'était pas tous les jours, donc forcément quand il n'y a pas ça à faire, il fallait genre ranger les étalages, faire du service à la clientèle, aider les clients et tout. Donc ça me saoule un petit peu parce que j'avais pas signé pour ça et que moi, comme avec mon expérience chez Aldo, j'avais capté que j'aimais pas ça. Donc au bout de 3 mois, je crois, j'ai quitté. Mais surtout parce que là, je me suis vraiment rendu compte que j'avais pas le profil d'une employée en fait. Parce que clairement, en fait, je me rendais compte que des trucs que des managers me disaient de faire, des fois je me disais mais non mais je peux pas en fait, je peux pas suivre des ordres qui pour moi n'ont aucun sens. Et en fait c'est des petits trucs comme ça qui m'ont fait réaliser petit à petit que j'arrive pas en fait dans une entreprise, genre au bout de, allez, je vais être large, hein. Au bout de 3 mois, je commence à péter un câble et de me dire non mais je peux pas en fait, il faut que je parte et tout parce que avoir les mêmes heures, voir les mêmes personnes, surtout les mêmes personnes qui te saoulent tous les jours, faire les mêmes tâches tous les jours, en fait non, ça m'a saoulée. Donc surtout quand j'ai goûté à la vie de styliste où genre tous les jours j'étais en train de faire des trucs et tout, je me suis dit non, c'est pas le genre de stylisme que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire ce que j'ai fait en tant qu'assistante pour la Fashion Week, pour les magazines où j'étais vraiment on the go, par-ci par-là. Donc voilà, donc c'est beaucoup pour ça aussi que j'ai décidé de quitter et du coup de me lancer en freelance. Et par contre, je voulais pas me lancer en freelance à Londres parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi que j'étais pas encore assez à l'aise en anglais ou même à l'aise dans ma confiance en moi pour me vendre en anglais. Je savais que j'avais la tchatch en français, je savais quoi dire et tout, j'avais confiance en moi quand il fallait que je me vende auprès de personnes qui pourraient potentiellement m'employer, genre des artistes ou des agences ou des trucs comme ça. Mais en anglais, j'étais pas encore assez à l'aise, j'étais trop jeune en fait, je pense. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de rentrer à Paris.
Donc évidemment, je pars à Paris, j'ai pas de connexion là-bas, j'ai pas le réseau, je connais personne dans la mode, donc j'arrive un peu bredouille, je peux pas démarrer ma carrière de freelance. Et donc je me rappelle plus si c'était avant que je parte de Londres ou quand j'étais déjà partie de Londres, mais je trouve un stage en fait pour assister une styliste photo sur Paris, mais une styliste qui est vraiment bien implantée dans l'industrie depuis des années. À ce moment-là, en fait, j'étais pas dans une école, donc du coup, je suis passée par la mission locale. Petit tips, si vous voulez faire un stage en dehors d'une école, vous pouvez le faire avec la mission locale pour une durée, je crois, maximum de 2 mois, mais ça a peut-être changé entre-temps, donc renseignez-vous. Au final, je suis prise pour le stage, donc je suis grave contente. Je me dis que ça va m'aider à voir un petit peu l'industrie de la mode à Paris, comment ça fonctionne, comment les gens travaillent, les bureaux de presse aussi, prendre des contacts, parce que j'avais des contacts à Londres, mais pas à Paris, je savais rien du tout. Avant de faire le stage, j'ai décidé de faire des jobs en intérim, donc je me suis rapprochée d'agences d'intérim spécialisées dans la mode, mais en tout cas, je me suis dit que ça me mettra un premier pied dans la mode à Paris, et j'ai trouvé une super opportunité en tant qu'assistante showroom à Céline. Bon, c'était pas ouf comme taf, mais je me suis dit, avoir Céline sur mon portfolio, mon CV, ça peut être cool. Franchement, c'était cool parce que j'ai rencontré pas mal de gens de l'industrie de la mode, mais qui n'étaient pas encore vraiment implantés dans l'industrie, mais au moins, en fait, c'était des gens, genre des étudiants qui allaient se lancer sur le marché du travail. Et je me suis dit, en fait, tu sais jamais, en fait, genre, tu peux rencontrer des gens, et ces gens-là, en fait, par la suite, ils rentrent dans des boîtes et tout. Ça reste un réseau, ça reste un contact. Et on sait pas si demain, en fait, on s'entend bien, on échange nos Insta, on se suit nos vies et tout. Et un jour, si l'un ou l'autre on a besoin, en fait, on se connaît, quoi. Donc, c'est une histoire de réseau. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire de l'intérim, mais aussi pour avoir des sous. Et donc, tout ça, ça se passait en septembre, octobre. Et pendant cette période, il y a un truc qui s'est passé, un truc random qui a quand même pas mal bien influencé sur tout le reste de mon parcours professionnel. Un soir plutôt, j'étais couchée dans mon lit, je m'ennuyais. Et puis, je sais pas pourquoi, un truc m'a dit d'aller faire un tour sur Fashion Jobs et de regarder les annonces à l'étranger. Donc, je regarde les annonces à l'étranger et je vois, il y a un stage qui s'ouvre à Hong Kong. Je sais pas pourquoi ça m'a semblé un peu chelou, genre. Donc, je regarde le truc et plus je lis le job description, plus je me dis, mais putain... ça fit bien avec mon profil, hein, mine de rien. Le stage, en fait, c'était en tant qu'assistante bookeuse dans une agence de mannequins française basée à Hong Kong. Au début, je sais pas, comme je vous ai dit, genre quand j'ai vu Hong Kong, en fait, ça m'a semblé tellement chelou, genre tellement lointain, que j'ai pas vraiment prêté attention et je me suis dit non mais vas-y, c'est un scam, c'est bizarre. Donc du coup, au final, je décide de pas postuler. Je laisse quand même l'onglet du stage ouvert. Je ferme mon ordi, je vais dormir. Le lendemain, je retourne sur mon ordi et je sais pas pourquoi, il y a un truc qui m'a dit... vas-y, genre, tente ta chance, genre, on s'en fout si c'est un scam. Si c'est un scam, au pire, tu le verras après, ou je sais pas quoi, mais je sais pas. Donc, j'envoie ma candidature. Quelques jours plus tard, peut-être 2 jours plus tard, je viens pour l'entretien. L'entretien, il se passe hyper bien, mais genre hyper bien. Et franchement, quand je sors de l'entretien, je crois que je savais déjà. Donc, j'appelle ma mère. Je lui dis, ah maman, je pars à Hong Kong, c'est trop bien. 2 jours après l'entretien, ou peut-être le lendemain, je crois que c'était le lendemain même, la fondatrice, elle m'appelle. Et du coup, j'ai été prise. Et là, je réalise que je vais partir à Hong Kong. Et je réalise pas du tout. Je commence mon stage du coup en novembre, mon stage avec la styliste photo de Paris jusqu'à du coup fin décembre pour partir à Hong Kong en janvier. Donc là je fais des trucs vraiment cool, danse avec les stars, j'habille Iris Mittenard et en fait ce qui était bien avec cette styliste c'est qu'on était archi autonome en termes de taf. Genre elle nous envoyait dans les bureaux de presse, on allait faire nos sélections, elle nous donnait une guideline un peu de ce qu'il fallait. C'était quand même fatigant aussi parce que à part aller faire du shopping, il y a les retours shopping aussi, donc c'était épuisant. Donc on a aussi fait la préparation des Miss France, donc j'ai vraiment rencontré toutes les Miss à ce moment-là, donc c'était vraiment bien. Mais comme dit comme fait aussi, ça m'a permis de prendre des contacts des bureaux de presse, même d'autres personnes dans l'industrie. Donc, je pars à Hong Kong pour mon stage d'assistante bookeuse. Les gars, j'avais pas du tout comme ambition de devenir une bookeuse dans une agence de mannequins ou quoi que ce soit. Mais ce stage, je l'ai fait. Premièrement, pour la localisation. Je me suis dit, Hong Kong, mais c'est génial. Genre, ça va me faire une expérience, mais complètement différente. Je vais voir des trucs trop bien. Et puis sur le CV, ça fait toujours son effet. Et en plus de ça, en fait, je me suis dit, mais même si je suis bookeuse, à côté, je sais très bien que je vais continuer à charbonner pour mon taf de styliste, en fait. Donc, je savais que j'allais faire des shootings sur place là-bas. J'allais me faire des contacts là-bas pour organiser des shoots et pour éventuellement avoir aussi des jobs en freelance en tant que styliste
à côté de mon stage. Et donc comme dit comme fait, c'est ce que j'ai fait. Et surtout j'ai profité de l'avantage d'être dans une agence de mannequins pour proposer aux mannequins de faire des shootings. Donc c'est ce que j'ai fait. Malheureusement le Covid est arrivé quand j'étais en train de faire mon stage à Hong Kong. Bon, je vais vous épargner les détails parce que c'est long. J'ai dû rentrer en France. J'ai quand même fait tous mes 6 mois de stage, mais je suis juste rentrée un tout petit peu plus tôt que ce que j'avais prévu. Vu qu'on est dans une période un peu compliquée, je savais pas trop quoi faire pour lancer ma carrière en tant que freelance styliste vraiment à plein temps. Malheureusement, en fait, on est en plein dans le Covid, donc il n'y a pas trop de tournage, pas trop de shooting, ou sinon c'est délicat. Donc là, encore une fois, je suis en train de réfléchir à me demander qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir en fait faire rentrer des sous. Je décide de lancer un service de consulting à distance où genre je conseille les artistes pour leur donner des conseils sur leur direction artistique, le stylisme qu'ils devraient adopter en fonction de leur direction artistique, tout ce qui est personal branding, je les aide à ce niveau-là. Et donc là en fait je décide de me lancer sur les réseaux sociaux et de faire des vidéos, genre des contenus qui allaient me rapporter des clients, parce qu'à ce moment-là je voulais faire du stylisme essentiellement pour des artistes. Je pense que ça marche hyper bien dès le début. Je commence à avoir plein de demandes de différents artistes, donc voilà, c'est cool, la machine elle roule. Et puis, fin 2021, je commence à sentir que ça va pas trop, en fait, mentalement. En fait, je me rends compte que je fais trop de choses. Les réseaux sociaux, ça me prend un temps énorme. Le stylisme aussi pareil. Plus les consultings en ligne. Je commence à faire face à des réalités de l'industrie de la mode, du stylisme particulièrement, et aussi le fait de travailler avec des artistes. Parallèle, en fait, vu que je faisais aussi mes réseaux sociaux, donc du contenu sur les réseaux sociaux, en fait, je me suis rendu compte que j'adorais faire ça. C'est limite, en fait, j'étais arrivée à un stade où j'aimais plus faire du contenu pour mes réseaux sociaux que faire du stylisme. Alors que de base, c'était ce que je faisais pour pouvoir être styliste. Donc là, je commence à me poser 10 000 questions pendant des mois. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue le stylisme? Est-ce que je me lance sur les réseaux? Je sais pas quoi faire, hein, parce qu'en même temps, j'ai un syndrome de l'imposteur sur les réseaux sociaux. Je me dis, mais tu vas pas faire les réseaux sociaux de ton métier, genre ça va pas ou quoi? Le temps passe. Et milieu 2022, je me fais contacter par Louis Vuitton pour faire du stylisme en e-commerce pour eux dans leur studio à Paris. Là, je suis hyper contente. Je me dis, ça me fait une nouvelle expérience, loin des artistes. J'avais déjà envie de changer un petit peu de ce que je faisais en tant que styliste. Donc, je commence ce boulot-là. Donc, en gros, c'était pour styliser tous les produits de la boutique e-commerce. Mais spécialement, nous, on faisait les accessoires. Mais après, ça a évolué. J'ai fait du prêt-à-porter. Enfin, voilà. Bon, je suis restée quand même là-bas. Là, ça fait 2 ans, là, quand même. Pendant que je fais tout ça, je fais quand même de moins en moins d'artistes. Et je suis de plus en plus chez Louis Vuitton et sur d'autres projets. Pendant l'été, je décide de partir à Hong Kong pendant 1 mois parce que en fait j'étais restée sur ma fin de mon stage où j'avais pas terminé mon expérience vraiment hongkongaise. Et là franchement les gars, je découvre un tout autre Hong Kong parce que moi quand j'étais là-bas pendant le Covid au final. Donc du coup tout était fermé, et c'était pas le Hong Kong vivant qui est normalement en fait. Donc là en fait je passe les plus belles vacances de ma vie. Dans mes stories les gens ils me disent mais c'est une dinguerie comment t'es trop bien là-bas, tu devrais rester, ça se voit tu kiffes. Et c'est vrai que la première fois j'avais déjà kiffé Hong Kong, mais là de voir Hong Kong vivant, c'était une toute autre expérience. Donc vraiment j'ai kiffé ma life pendant 1 mois. Un truc qui s'est passé aussi et qui m'a mis une claque en fait, c'est que quand je suis arrivée à Hong Kong, je me suis fait contactée par des marques hongkongaises, basées là-bas, et même des marques de Chine, pour que je fasse du contenu pour eux sur les réseaux sociaux. Ou pour que je fasse... j'ai eu plusieurs rendez-vous avec une marque en Chine, avec une marque de Hong Kong, pour faire du consulting, marketing, réseaux sociaux. Ils voulaient des conseils sur comment toucher le marché européen, comment optimiser leur création de contenu et tout. Et en fait, je leur donnais des conseils et tous, ils kiffaient en fait. Ils me disaient, mais t'es vraiment bonne dans ce que tu fais en fait. Et en fait, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille de me dire, mais est-ce que je devrais pas retourner à Hong Kong, retourner parce que j'avais besoin de changement, j'avais besoin de changer d'air parce que j'en avais marre de Paris. J'ai pris un temps pour me poser, réfléchir un petit peu à Paris, mais finalement je suis retournée à Hong Kong et là-bas en fait je suis partie vraiment dans l'optique de faire une espèce d'étude de marché pour voir en fait si je retourne là-bas, qu'est-ce que je fais en fait, qu'est-ce que je lance, est-ce que je cherche un taf, est-ce que je me lance en freelance. Là jusqu'à maintenant, au moment où je vous parle, je suis encore en réflexion, mais je suis hyper chaude de repartir à Hong Kong. Mais bon, c'est pas facile quand tu dis que tu as construit ton réseau à Paris,
que t'as tout à Paris, tes jobs et tout. Ça me prend du temps à prendre une décision par rapport à ça. Aujourd'hui, voilà où j'en suis. Je suis dans un espèce de tournant de ma carrière professionnelle, on va dire. Mais vous voyez, tous les parcours sont différents au final. Il n'y a jamais un parcours ligne droite. C'est beaucoup de ça. Je sais qu'il y a des gens très jeunes qui me regardent. Donc vous inquiétez pas si vous êtes en train de tâtonner. La vingtaine, au final, c'est fait pour ça. C'est fait pour se chercher, pour essayer des choses, pour ne pas aimer, pour savoir, ok, j'aime pas ça, donc ok, je vais faire ça plutôt parce que vous avez appris ce que vous aimez aussi. C'est important de tester, faire des choses. Parce que, en fait, comment tu veux savoir ce que tu veux faire si tu sais pas ce que tu ne veux pas faire? Moi, en étant employée, j'ai compris que c'est mort, je peux pas être employée, j'ai besoin d'être indépendant en freelance. Je me suis rendu compte aussi que j'arrive pas à faire une seule chose, à aller au travail à un seul endroit, etc. Donc du coup, je fais plein de petites choses. Par contre, avec le burn-out, j'ai appris qu'il faut faire attention, il faut modérer, il faut pas genre que être en mode carriériste, parce que là, avoir une vie personnelle à côté, c'est hyper important. Quand tu penses que genre avoir du temps personnel, ça te fait perdre du temps, bah en fait non, pas du tout, parce que en fait, quand tu te reposes, ça te donne l'énergie nécessaire et aussi même de l'inspiration pour ton travail. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir mon parcours scolaire, vous allez voir la vidéo s'afficher quelque part là. Abonnez-vous si ça vous plaît et si vous voulez suivre la suite de mes aventures. Donc voilà, bisous bisous.